Chers parents, chers élèves, bonjour. Bienvenue sur Gabon Première pour votre cours de philosophie, destiné aux élèves des classes de terminale, toutes séries confondues. Ce cours est animé par votre humble serviteur, M. Yola Pierre. Précédemment, nous avons vu la méthodologie de la dissertation philosophique dans sa généralité. Et nous sommes appuyés sur le sujet de type 1. Aujourd'hui, nous allons voir le sujet de type 2. Mais avant de poursuivre dans le sujet de type 2, faisons d'abord le point sur la dissertation philosophique en général. Il avait été dit qu'une dissertation philosophique consistait dans la conceptualisation, c'est-à-dire la clarification du sujet à partir de l'explication des notions et des expressions qui le composent. Deuxième principe, la problématisation, c'est-à-dire l'identification de la difficulté à résoudre et le questionnement de cette difficulté pour annoncer les grands axes de son traitement. Troisième principe, il portait sur l'argumentation. Argumenter, c'est justifier, apporter des preuves, chercher à convaincre. Il avait été question également des trois types de plans qu'on pouvait rencontrer dans un sujet de dissertation philosophique de type 1, donc sujet-question. Dans un sujet-question, on peut avoir, selon la formulation de ce sujet, selon le problème et la problématique, on peut avoir donc une partie, deux parties ou trois parties. Quand il s'agit d'une partie, on parle d'un plan progressif ou analytique. C'est une seule partie mais composée de plusieurs arguments ou paragraphes. Les orientations nous avaient été données par rapport à certaines expressions comme « en quoi consiste »,« dans quelle mesure »,« qu'est-ce que ». Deuxième type de plan, le plan analytique, plutôt le plan binaire. Celui-ci comprend deux parties, une thèse et une nuance. La nuance vient compléter la thèse, mais pas pour la réfuter. Les expressions restrictives comme suffit-il, ne que, seulement, nécessairement, toujours, nous aident à comprendre que là, nous avons affaire à ce type de plan, donc le plan binaire. Et le troisième plan, c'est le plan dialectique, qui lui a une thèse, une antithèse et une synthèse. Pour la structure d'une dissertation, nous avons l'introduction, le développement et la conclusion. L'introduction comprend ici l'amorce, qui peut se faire par conceptualisation, définition, par constat, par confrontation des doctrines ou par citation. Ensuite vient le présupposé. Le présupposé, c'est quoi? C'est la thèse obtenue à partir du sujet. Partir de la phrase interrogative pour la phrase affirmative. Exemple, le langage n'est-il qu'un moyen de communication? Si tel était notre sujet, on devrait dire, comme présupposé, le langage est un moyen de communication. Après le présupposé, nous avons la nuance. La communication n'est pas la seule fonction du langage. Problème. Le problème porte sur, par exemple, la difficulté à résoudre, l'objet du débat. Ici, il s'agira de la fonction ou des fonctions du langage. Pour trouver ma problématique, je prends juste le présupposé et la nuance que je transforme en interrogation pour m'annoncer mon plan. En d'autres termes, dans l'introduction d'une dissertation philosophique de type 1, il y a trois points essentiels. L'amorce, le problème et la problématique. Après vient le développement. Tu comprends la thèse. Pour développer une thèse, il suffit de l'exposer. Mais il faut également trouver des idées, des arguments, des illustrations. L'illustration compte parmi elles ce qu'on appelle la référence, la citation, l'exemple. Premier paragraphe, je reviens à la ligne pour mon deuxième paragraphe, idée, argument, illustration.
Et je fais ma transition qui comprendra la thèse, plus le connecteur logique d'opposition, plus la nuance que je vais aborder. Je saute une ligne, j'aborde donc cette nuance. Idée, argument, illustration. Je reviens à la ligne. Connecteur logique d'addition, idée, argument, illustration. Si je n'ai que les deux paragraphes ou les deux arguments, je m'arrête là, je saute deux lignes pour conclure. La conclusion rappelle le problème. La thèse et la nuance, c'est ce qu'on appelle le bilan. Après, je prends explicitement position. Voici, en résumé, les exigences ou la structure d'un sujet de dissertation philosophique de type 1. Maintenant, passons au type 2 qui nous concerne aujourd'hui. Pour le sujet de type 2, dans son introduction, nous aurons l'amorce. Toujours la même démarche. Définition, constat ou confrontation de doctrine. À la suite de l'amorce, on reformule la citation. La citation étant intégrée dans un paragraphe, dans une thèse, on doit chercher cette thèse générale. La reformulation de la citation est suivie de la citation elle-même. Après vient la nuance, le problème et la problématique. À la suite de l'introduction, on sautera deux lignes pour aller au développement. Donc, l'étape suivante. Dans le développement, nous aurons la première partie explicative en un paragraphe. Nous insistons, explication de la citation en un seul paragraphe, pas deux ou trois. Vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi. Après ce paragraphe, vous revenez à la ligne pour construire votre transition. Celle-ci comprend la citation, un connecteur logique d'opposition et la nuance. La deuxième partie de votre développement porte sur la discussion, que nous avons appelée la double critique de la citation. Le premier volet de la discussion, ce qu'on appelait la critique positive ou constructrice. Il s'agit là de justifier la citation en deux ou trois paragraphes. Deuxième volet de la discussion, c'est la critique dite négative. Elle est précédée, naturellement, d'un connecteur logique d'opposition. Et comme la précédente partie, donc la critique positive, elle doit avoir également deux ou trois paragraphes. Après le développement, on peut passer à la conclusion. Comment conclure? Toujours rappeler le problème, ce qui a fait l'objet de la réflexion, de la discussion. Rappeler la citation en la justifiant. Rappeler la nuance justifiée. Problème, citation, nuance, c'est le bilan. Après la nuance, on prend position en disant « Nous pensons que, pour notre part, en ce qui nous concerne, vous donnez votre position. Soit vous êtes pour la citation, soit vous êtes pour la nuance, ou vous prenez votre propre position. » Ça, c'est en théorie. Dans la pratique, nous avons pris un sujet. On ne peut être à la fenêtre et se regarder passer dans la rue. Expliquer et discuter. Dans l'explication, nous avons deux expressions qui nous interpellent. D'abord, être à la fenêtre. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est jouer le rôle d'un sujet, d'un observateur, celui qui contemple, qui cherche à connaître. Et passer dans la rue signifie pour nous ici jouer le rôle cette fois-ci de l'objet contemplé ou connu. Donc cette citation réformulée nous renvoie à la thèse selon laquelle il est impossible pour l'homme de se connaître soi-même. Donc ce sera notre première thèse ici.
Impossibilité pour l'homme de se connaître. Deuxième thèse, donc la nuance, nous avons la possibilité de se connaître soi-même. Il faudrait trouver maintenant le problème quand les deux thèses s'affrontent. Quel problème soulèvent ces deux sujets? Il s'agit bien de la connaissance de soi, ou bien de la critique de l'introspection. Nous avons ces deux thèses qu'on peut transformer désormais en interrogation pour trouver notre problématique. Les deux questions de notre problématique seraient donc les suivantes. Est-il impossible pour l'homme de se connaître? Cette connaissance n'est-elle pas au contraire pour lui une évidence? Maintenant, nous allons chercher les arguments. Premier argument, nous allons montrer que l'homme ne peut pas se connaître lui-même parce qu'il est un individu. Qu'est-ce qu'un individu? C'est une entité indivisible qui ne saurait occuper deux positions à la fois, celle du sujet et celle de l'objet. Parce que dans la quête du savoir, généralement, il y a l'homme et le monde à connaître, il y a le sujet, l'objet, il y a l'esprit et la matière. Mais quand l'homme prétend jouer les deux rôles à la fois, il se berce d'illusions. On peut l'illustrer avec un auteur comme Auguste Comte. Qu'est-ce qu'il nous dit? Nous le verrons tout à l'heure. Deuxième argument qui prouve que l'homme ne peut pas se connaître lui-même, c'est son regard subjectif. Influencé par sa subjectivité, c'est-à-dire l'ensemble de ses croyances, de ses préjugés, de ses doutes, de ses intérêts, de ses sentiments, l'homme a généralement plus le regard tourné vers l'extérieur plutôt que vers soi-même. Comment alors se connaître, si ce n'est se bercer d'illusions? Un autre auteur nous aidera à soutenir cet argument. Troisième argument, la menace ou l'influence de l'inconscient. L'homme n'est pas que conscience, il est également inconscient. Si l'inconscient occupe la presque totalité de notre psychisme, s'il se manifeste par des manies, par des rêves, par des actes manqués, dont le sens nous échappe le plus souvent, mais comment prétendre se connaître? Alors on peut admettre avec Freud que le moi n'est pas maître dans sa propre maison. Nous avons nos trois arguments ou trois idées. Maintenant, on peut chercher d'autres idées pour la nuance. Il est possible pour le sujet de se connaître parce qu'il est doué de conscience. Et cette conscience adopte une certaine méthode qu'on appelle l'introspection. L'introspection, c'est le mouvement de retour de l'esprit vers lui-même pour s'examiner ou pour faire un auto-examen, une autocritique. Dans la méthode introspective, il y a une sorte de dialogue intérieur entre moi et moi-même. Il y a un qui pose la question, l'autre répond. Même quand on n'est pas en discussion avec les autres, silencieux, nous sommes toujours en plein débat. Il y a donc désormais en moi deux êtres, le je et puis le moi. Quand vous dites par exemple « je suis triste », mais il y a le je qui est là, qui observe le moi en train d'être triste. Parce que si le je était confondu à la tristesse, il n'aurait pas conscience d'être triste. On peut encore jouer avec d'autres mots, comme les verbes pronominaux. Quand vous dites « je me lave », qui lave qui? Il y a le je qui lave le moi qui est sale. Et pourtant, c'est une seule et même personne. Ce dialogue intérieur entre nous et nous-mêmes nous permet d'affirmer que l'homme peut se connaître lui-même. Deuxième idée ou argument, l'identité singulière de l'homme. Nul autre que soi-même ne peut découvrir qui nous sommes. Les autres ne découvrent ou ne voient en moi que mes aspects extérieurs, mon comportement, mes états d'âme ou mes différents stades d'âge. Je suis passé de l'enfance à l'adolescence, à la maturité, à la vieillesse, mais je reste le même, identique. Je suis content, je suis en joie, mais c'est toujours moi.
Tout ça, c'est mon avoir et non mon être. Seul moi-même, je sais ce que je ressens, ce que je veux, ce que j'éprouve en ce moment. Les autres, je peux les leurrer, je peux les berner. Je me sens mal, mais je ris. Et les gens vont croire que je suis content. Donc, je suis une identité singulière parce que je ne change pas à travers les états. Singulière, pourquoi? Parce que je suis différent des autres. Comme disait Rousseau, je suis seul au milieu du genre humain. Un auteur pourra nous aider à soutenir ces propos. Nous insistons là-dessus pour la méthodologie, chers élèves. Ce travail est fait au brouillon. Maintenant, je veux passer au propre. Je prendrai donc mon idée A, donc individu, pour l'explication, parce qu'on vous a dit que l'explication se faisait en un seul paragraphe. Après l'explication du caractère individuel et indivisible de l'homme, je fais ma transition et je passe à la discussion. Pour discuter, je vais justifier. Mais avec quoi? Avec les arguments que j'ai déjà ici. Le caractère ou le regard subjectif de l'homme, qui n'est pas toujours impartial. L'inconscient qui influence notre ou l'autonomie de notre conscience. Et pour la nuance, donc le deuxième volet de la discussion, je prendrai l'introspection pour ici, l'identité singulière pour là.